Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire qu'on a la chance de faire avec Fatma de Réfugiés.info. Et donc, du coup, on va parler accompagnement numérique des personnes allophones. On va attendre 2 petites minutes supplémentaires, juste le temps que les gens arrivent. Et après, on pourra se lancer dans le contenu. Et je vais en profiter pour partager mon écran. Hop, hop, hop. Ouais. Ah, vas-y, je te laisserai partager alors. Sinon, je suis ce que tu dis. Mais parce qu'après, je switch sur le site. Donc, Ok. Bah, tu me diras. Je préfère avoir la main. Non, je crois qu'après, je... Bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Hop. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors oui, le PowerPoint vous sera envoyé ainsi que le replay. Donc pas de problème là-dessus. Hop, et nous allons démarrer. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment accompagner des publics étrangers dans leur intégration en France et notamment par rapport à tout ce qui est accompagnement au numérique, mais pas que. Pour cela, Fatma va vous faire un petit contexte sur l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées. Comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui font face à de nombreux freins, notamment la barrière de la langue, la complexité administrative, etc. On vous parlera de l'outil réfugiés.info et on vous présentera aussi une formation qu'on a qui parle aussi de ce sujet. Avec nous aujourd'hui, donc on est 3. Fatma, je vais te laisser te présenter. Bonjour, donc je suis Fatma, je suis responsable des partenariats de Réfugiés.info. J'aurai l'occasion de présenter un petit peu après. Yes. Trop bien. On est aussi accompagné de Boubacar Semri, qui est un collègue à la Medium, qui est là, qui a des galères d'ordinateur, mais qui va nous rejoindre très vite. Et moi-même aussi à la Medium. Voilà, je te laisse partager. Oui. Trop bien. Allez, c'est parti. Simplement, il faut que je le mette en mode présentation. Yes. Tu sais comment mettre pardon. Diapo là-haut. Non, là, pour qu'il soit en mode zoom. En mode diapo. Pardon. Affichage normalement. Je sais jamais les PowerPoint. On voit pas ton écran par contre. Donc, je partage mon écran. Ok, nickel. Donc, vous voyez bien? Ouais, c'était pas en mode panorama pour l'instant. Tu cliques sur panorama. Parfait. Désolée pour ces petites techniques. Donc, première chose, et avant toute chose, donc, merci pour cette invitation. On va un peu avoir un petit d'abord de présentation de contexte, de quoi on parle quand on parle d'étrangers. Enfin, on va plutôt parler aujourd'hui de réfugiés et on va un peu plus comprendre quel est ce statut et surtout comment on peut les accompagner au mieux.
Donc, avant toute chose, un petit peu d'éléments de contexte. Donc, réfugiés, demandeurs d'asile, BPI, on entend beaucoup de mots comme ça. Et donc, maintenant, on va comprendre un peu plus en détail. D'abord, un demandeur d'asile, c'est une personne qui a déposé une demande de protection et qui attend la réponse de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et qui, en cas de recours, attend celle, donc, la réponse en fait, de la Cour nationale du droit d'asile, donc la CNDA. Il faut savoir qu'en 2024, on est à plus de 129 440 premières demandes d'asile qui ont été traitées par l'OFPRA. Et en 2024 aussi, le délai moyen de traitement d'une demande d'asile était de 9,8 mois. Donc voilà, c'est un peu ce qu'attend une personne pour avoir une réponse en fait positive ou négative de l'OFPRA. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la personne arrive en France, elle demande l'asile, ensuite elle obtient une forme de protection et il y a différentes formes de protection qu'on va voir juste ici. Concrètement, on a 4 formes de protection. On a évidemment le réfugié, donc c'est une personne qui se trouve hors de son pays parce qu'elle est persécutée. Donc, il y a différentes conditions, sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou pour des causes politiques. Il y a le bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui est une personne qui ne remplit pas les mêmes critères donc, pour obtenir le statut de réfugié, mais qui démontre quand même un réel risque, des réelles atteintes graves dans son pays d'origine, comme la peine de mort, la torture, le traitement humain, etc. Ensuite, on a l'apatride, qui est une personne qui est privée de toute nationalité, donc qui est souvent la conséquence, par exemple, de conflits, de lois entre pays, de registres d'État, etc. Et enfin, on a la protection temporaire qui est accordée aux étrangers non européens fuyant en masse leur pays. Et là, c'est un statut d'ailleurs qui a été donné, par exemple, aux personnes fuyant l'Ukraine, donc les Ukrainiens, qui ont obtenu ce statut. Donc voilà, là au moins, on a une idée un peu précise des différentes formes de statut. Mais ces statuts-là, en fait, n'impactent pas l'accès au droit parce qu'une fois que l'OFPRA accorde un statut de protection, peu importe le statut, la personne bénéficie de droits. Et voici les différents droits auxquels bénéficient ces personnes-là. On a évidemment le séjour sécurisé, c'est-à-dire qu'elles obtiennent une carte de séjour de 10 ans ou plus, ou sous 4 ans. Ils peuvent travailler légalement, donc ils peuvent possibilité d'accéder à un emploi, d'ailleurs peuvent être inscrits, être accompagnés à France Travail. Une protection sociale aussi, donc évidemment l'accès à la sécurité sociale, la CCAS, etc. L'unité familiale, donc le droit de faire venir le ou leur conjoint enfant selon les critères. Un avenir et une éducation, bien sûr, parce qu'ils ont accès à l'école, aux études, des formations. L'autorisation de sortir du territoire avec un titre de voyage spécifique pour se déplacer à l'international. Je précise quand même, sauf dans leur pays d'origine, ils n'ont pas la possibilité de revenir dans leur pays d'origine. Et enfin, la citoyenneté, ils ont la possibilité de demander la nationalité française après avoir bien sûr rempli les différentes conditions. Donc ça, c'est très important. J'ai vraiment voulu un peu donner un cadre pour qu'on puisse comprendre de qui on parle et quels sont les droits finalement de ces personnes-là. Malgré donc, ces droits-là, ils ont quand même des freins à leur intégration socio-économique et évidemment, le frein le plus évident, c'est la barrière de la langue. Donc, on a la barrière de la langue, les freins administratifs. On ne connaissent pas forcément le contexte administratif français. Il y a ce qu'on appelle les freins périphériques, comme l'accès au logement, la garde des enfants, enfin, toutes ces choses-là qui s'ajoutent. Et évidemment, le manque d'informations fiables, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver une information pertinente, claire, dont on ne comprend pas, où est-ce qu'il faut chercher. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ce sont des différents freins qui sont liés. En fait, il y a plusieurs freins finalement dans l'intégration socio-économique d'une personne étrangère et notamment une personne réfugiée. Voilà, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous pensez à d'autres freins? N'hésitez pas à écrire sur le chat. Je pense que voilà, vous avez peut-être des idées d'autres freins qui peuvent vous venir. Alors, comment est-ce qu'on peut atténuer ces freins? Ça, c'est très important. Quelques bonnes pratiques, en quelque sorte, pour dépasser ces différents problèmes.
D'abord, l'utilisation du langage clair et du langage simple, type français facile. Donc, on évite les acronymes ou systématiquement, voilà, on explique, on évite la multiplication de synonymes. Alors ça peut paraître évident, ce n'est pas toujours le cas. Donc, quand on est face à une personne qui ne parle pas très bien le français, on va essayer de simplifier au maximum ce qu'on dit. Et on évite les mots un peu complexes de notre jargon finalement quotidien, administratif ou professionnel. Deuxième chose, on peut intégrer aussi des images dans la communication avec les personnes. Parfois, comme on dit, une image vaut 1000 mots, et c'est vrai. Il y a des pictogrammes, des vidéos, il y a beaucoup de supports en ligne qui sont disponibles aujourd'hui pour expliquer certaines démarches, ou expliquer les institutions, etc. Donc, pensez toujours à des images. Aussi, il y a des outils numériques, et ça, vous devez bien le savoir. Bien sûr, l'IA aujourd'hui est un outil indispensable et très utile, tout comme Google Traduction, pour traduire les informations, faire appel ponctuellement aussi à un traducteur interprète. Ça peut être aussi bien utile dans certains cas. Aussi, faire preuve de pédagogie. Alors, ça paraît évident, mais parfois, on oublie que ce sont des personnes qui ont des difficultés à comprendre des choses qui nous paraissent évidentes. Ils ne connaissent pas les procédures administratives, ils ne connaissent pas les institutions, donc c'est important de laisser le temps à ces personnes de bien comprendre ce qu'on leur demande. Aussi, donc, identifier les personnes en situation d'illettrisme, et ça, quand on est confronté régulièrement à des personnes étrangères, notamment des réfugiés, on commence à s'adapter parce qu'on réalise et on essaye de cibler très facilement les personnes qui sont en situation d'illettrisme. Comme ça, on peut leur proposer de l'aide pour des tâches écrites. Par exemple, on remplit à leur place les formulaires, on peut les aider à lire les documents officiels, etc. Et enfin, anticiper le prochain rendez-vous, et ça, c'est très important, peut-être que vous le faites déjà, mais voilà, c'est une bonne pratique aussi. Ne pas hésiter à réexpliquer à la fin du rendez-vous, s'assurer que la personne ait bien compris déjà ce qu'on a fait à ce rendez-vous et qu'est-ce qu'on a à faire pour la prochaine étape. Ça, cette logique d'étape est très, très importante parce qu'il faut se mettre dans un contexte d'une personne qui a énormément de choses à faire et qui se retrouve un peu parfois bouleversée et voilà, saturée d'informations. Donc, c'est important de structurer les choses par étapes pour rendre la chose, en tout cas la démarche, encore plus claire. Voilà. Trop bien. Et il y a déjà quelques freins supplémentaires qui ont été présentés, notamment l'électronisme ou en tout cas le frein numérique, que ce soit en termes d'usage du numérique, mais aussi d'accès à du matériel ou à une connexion sécurisée. Et aussi à un problème des structures institutionnelles qui ne sont pas toujours au courant des nouvelles lois, législations ou actualités quant aux droits des étrangers. Et bien, c'est exactement ça, et c'est très vrai. Évidemment, on est conscient de ces freins-là, et ça me fait une super transition finalement pour le point suivant, qui était un peu la présentation de l'outil de réfugiés.info, qui est un outil numérique, mais qui a été créé à la suite vraiment d'enquêtes, de recherches de terrain pour comprendre un peu plus quels sont les usages numériques finalement de ce public-là. Parce qu'une personne réfugiée n'a pas les mêmes usages numériques qu'une personne, par exemple, qui a grandi toute sa vie en France. Il faut imaginer que les réfugiés sont très différents, même ils sont très hétérogènes dans leur ensemble. En fait, ils ont des niveaux de scolarité très différents, des niveaux de vie et de parcours de vie très différents. Donc, nous, on a essayé de mettre en place donc, un outil qui s'appelle réfugiés.info. Et donc, voilà, je vais vous présenter cet outil qui a un peu une forme de solution pour lever ces freins. Et voilà, je prendrai par la suite vos questions pour voir si ça vous paraît intéressant ou pas. Donc, réfugiés.info, qu'est-ce que c'est? C'est un outil numérique, c'est un service public qui existe à la fois sur un site web et une application mobile. Le site web que je vais présenter aujourd'hui est plus pensé pour un usage professionnel et l'application mobile plus pour les bénéficiaires parce que d'un point de vue design, ergonomie, on l'a beaucoup plus pensé, construit plus dans un sens pour être adapté aux usages numériques de ce public. Donc, qu'est-ce qu'on trouve concrètement sur réfugiés.info? On trouve deux types d'informations. C'est un site où l'on peut trouver des démarches administratives vulgarisées, c'est-à-dire qu'on va venir rédiger
des démarches administratives de façon simplifiée. On a beaucoup de fiches démarches, comme par exemple comment s'inscrire à France Travail, comment obtenir le RSA, comment avoir les cartes de séjour. Voilà, j'aurai le temps de vous montrer le différents types de contenus présents. Et donc, sur réfugiés.info, toutes ces démarches vont être vulgarisées, expliquées simplement pour donner un premier niveau d'information pour les réfugiés. Ça, c'est la première chose. On a le deuxième type d'information qui concerne plutôt les fiches dispositifs. Et les fiches dispositifs, ce sont des associations qui vont venir référencer des cours de français, des ateliers, des permanences, des chantiers d'insertion. Enfin, voilà, c'est assez varié. Donc, on a d'un côté des démarches qui vont être vulgarisées et de l'autre des dispositifs locaux qui vont être vraiment référencés par l'association. Voilà, deux types d'informations. On a mis en place des fonctionnalités inclusives qui correspondent aux usages numériques des publics vraiment éloignés du numérique et surtout des personnes, des publics exilés. Première fonctionnalité très importante, l'intégralité du site de réfugiés.info est traduite en 7 langues. Donc en anglais, en russe, en arabe, en pachto, en persan dari, en tigrinien et en ukrainien. Donc, peu importe où vous êtes sur le site, vous pouvez consulter l'information dans ces langues. Il s'agit aussi d'une traduction qui est humaine. Donc, on ne va pas venir traduire par Google Traduction ou IA. C'est vraiment une traduction qui est faite par des experts linguistes qui font partie de nos équipes, qui vont venir traduire et vulgariser dans la langue étrangère. Une autre fonctionnalité très intéressante pour vous en tant que professionnel, vous pouvez faire écouter à la personne que vous accompagnez le contenu dans sa langue. Donc, en plus de pouvoir faire traduire, donc lui montrer l'information traduite, vous pouvez lui faire écouter dans sa langue l'information. Une autre fonctionnalité, en tout cas, de réfugiés.info, c'est que l'intégralité du site est écrit en langage clair. Donc, je vous ai parlé des bonnes pratiques. Nous, on a essayé de mettre en place cette bonne pratique qui est le langage clair, c'est-à-dire qu'on va simplifier vraiment le contenu, sans enlever le sens, bien sûr, mais pour le rendre accessible. Donc, maintenant, je vais passer directement sur le site. Comme ça, c'est plus simple. Est-ce que vous voyez ma page? Ouais. OK. Donc, concrètement, comment trouver de l'information sur réfugiés.info? Donc là, on est sur le site. Pour y accéder, c'est très simple. Vous tapez réfugiés.info sur votre barre de recherche et vous arrivez à cette page. Donc ça, c'est notre page d'accueil. Première chose, on va dire qu'on est dans un temps d'accompagnement et on souhaite plutôt chercher des démarches administratives. Vous voyez en haut, juste en bas du logo de la République française, hop, on a fiche démarche. On clique sur fiche démarche. Les joies du direct. Il y a toujours un petit temps de délai. Parfait. Et là, on arrive sur toutes les fiches démarches de réfugiés.info. Il faut savoir qu'il y a deux façons de chercher de l'information. Soit vous glissez comme ça, sans avoir une idée spécifique en tête, et vous consultez un peu en mode exploration, finalement, les différentes fiches. On a à faire utiliser une photo. D'ailleurs, statistiquement, c'est la fiche qui est le plus consultée sur notre site. C'est toujours celle qui est le plus vue parce qu'évidemment, maintenant, les démarches sont de plus en plus dématérialisées et donc c'est important de savoir faire une photo. Évidemment, on a demandé la nationalité française, créer un compte sur le site étranger en France, faire une demande de réunification familiale, avoir une carte de séjour. Il y a des fiches vraiment très variées. Faire reconnaître son diplôme étranger en France, donc ENIC-NARIC. Il y a des fiches, bien sûr, avoir une carte vitale, se marier en France. Voilà. Donc, il y a cette forme, en fait, de recherche. Ou alors, ce que vous pouvez faire, taper par mots-clés. Supposons que là, j'accompagne une personne et elle souhaite s'inscrire à France Travail. Eh bien, je vais taper par mots-clés. Vous voyez, on a une barre de recherche. Je tape France Travail. Hop. Et là, j'arrive sur la fiche s'inscrire à France Travail. Je peux mettre, par exemple, carte vitale. Hop. Et là, j'ai la fiche avoir une carte vitale. Ça, c'est pour éviter que vous ayez à chaque fois
aller sur différents sites pour trouver la bonne information. Là, toutes les informations qui concernent les démarches administratives du public, globalement réfugiés, mais au-delà même du public étranger, est présent sur réfugiés.info. Là, on va cliquer sur une fiche pour voir à quoi ressemble une fiche démarche. Donc, la structure d'une fiche démarche est toujours composée des mêmes éléments. On a toujours un texte introductif. Là, l'objectif, c'est vraiment de donner du contexte. France Travail vous accompagne pour trouver un travail, une formation, un stage en entreprise, trouver un métier, etc. Il y a toujours des éléments importants, bons à savoir. Voilà, on donne toujours du contexte. Ensuite, on a comment faire. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure, pour lever les freins, mettre la logique d'étape. Ça, c'est très important. On a essayé de mettre en place ça sur réfugiés.info en numérotant à chaque fois, hop, étape par étape. Par exemple, ici, avant même de dire à la personne, inscrivez-vous sur réfugiés.info, inscrivez-vous sur France Travail, on va d'abord dire première étape, vérifiez si vous pouvez vous inscrire. Est-ce que je suis éligible à cette aide? Est-ce que je suis concernée? Voilà, on explique tout ça. Ensuite, savoir quand s'inscrire à France Travail, bien sûr. C'est assez détaillé. Comme j'ai expliqué, on est un site d'information, donc on ne va pas venir déposer du document directement. Ensuite, on a complété les informations personnelles, nom, prénom, etc. Jusqu'à l'étape numéro 8, qui est aller à votre premier rendez-vous avec France Travail. Une fois que vous avez réalisé la démarche, qu'est-ce qui reste à faire? Eh bien, on a plusieurs choses. Actualiser sa situation tous les mois. S'inscrire, rester inscrit à France Travail. Parler souvent à son conseiller, etc., etc. Voilà. Donc, voici à quoi ressemblent les fiches démarches. Et toutes les fiches démarches sont structurées de la même manière. À votre gauche, vous avez d'autres informations, comme par exemple le public visé, qui est concerné par cette démarche, le niveau de français, l'âge, le prix, la disponibilité. Je vous ai parlé tout à l'heure de la traduction. Donc, on a parlé aussi tout à l'heure du vrai frein qui était le frein de la langue. Donc, pour répondre à ce problème-là en particulier, nous, on a mis en place différentes langues. En tout cas, le site est traduit en différentes langues pour essayer, en tout cas, s'assurer de lever un tout petit peu le frein de la langue. Comme par exemple, ici, en cliquant sur le drapeau français, il y a les différentes langues qui s'affichent. Et en un seul clic, on passe du français, par exemple, à l'arabe. Et toute la page passe en arabe. On a gardé les numéros pour vous permettre à vous de vous orienter sur le site. Pareil, si on met ici, par exemple, en russe, hop, tout le site passe en russe. Voilà. Donc, c'est très utile, par exemple, on est dans l'étape numéro 4, j'ai besoin de compléter les informations personnelles de la personne, et bien je tourne mon écran. Au lieu de passer du Google Traduction au site pour à chaque fois dire à la personne, j'ai besoin de votre nom, votre prénom, etc., je me dis, je suis à l'étape numéro 4, je clique sur la langue, je passe en arabe, et je descends à l'étape numéro 4, qui est ici, et je montre à la personne les informations dont j'ai besoin pour l'inscrire. Il y a aussi, donc, je vous ai tout à l'heure parlé de la focalisation. Ça, c'est une vraie fonctionnalité aussi de réfugiés.info. La possibilité de faire écouter le contenu dans la langue étrangère. Et bien, pour ça, c'est très simple. Vous avez ici le bouton « Écouter ». Vous voyez, on a un bouton « Écouter » en haut à droite. Ça, c'est si vous voulez faire écouter tout le contenu du début à la fin. Mais sinon, dans chaque rubrique, juste ici par exemple, toujours dans l'étape numéro 4, si vous voulez faire écouter que la personne vous donne les informations personnelles, et là, vous avez la possibilité de cliquer sur « Écouter », juste ici. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais faire le test, mais comme ce n'est pas moi qui partage mon écran, je ne crois pas que vous allez pouvoir. Que tu partages. Ah bon? Si tu ne partages pas ton son. Inscrire à France Travail, Pôle emploi.
beaucoup fait des... Enfin, ça fait j'espère que vous avez entendu. Ce que je vous conseille, ce serait plutôt de faire le test chez vous. Vous pouvez changer de langue. Par exemple, le mettre en arabe, comme ici. Hop. Glisser. Et par exemple, cliquez sur le bouton « Écouter » pour faire écouter l'information de la personne. Enfin, les informations dont vous avez besoin pour inscrire la personne que vous accompagnez. Voilà. Donc, vraiment, le changement de langue et la vocalisation, c'est vraiment des fonctionnalités qui ont justement ce but-là pour aider à lever les freins de la barrière de la langue. Donc ça, c'est les fiches démarches. Maintenant, on va rapidement voir les fiches dispositifs locaux. Donc, on revient sur la page d'accueil, on clique sur dispositifs locaux, juste à côté de fiches démarches. Et quand on cherche un dispositif local, il faut toujours mettre son département. Donc, par exemple, on va mettre Dijon. On peut mettre la ville et ça se mettra automatiquement sur département. Ensuite, on choisit la thématique. Supposons que la personne que j'accompagne, elle souhaite prendre des cours de français. Donc, vous avez différentes thématiques. Vous voyez, on a études, famille, mobilité, travail. Moi, je vais mettre plutôt français. Ensuite, je vais cliquer sur tout. Bon. Hop. Et là, j'ai différentes fiches disponibles dans mon département qui concernent le thème français. Voici à quoi ressemble donc une fiche dispositif. C'est toujours structuré de la même manière. On a un texte explicatif qui est un peu l'introduction, qui explique un peu en quoi consiste ce dispositif. Ensuite, pourquoi c'est intéressant? Là, on demande aux associations qui référencent ce dispositif-là de donner des arguments pour vous permettre à vous de savoir si c'est pertinent ou pas pour la personne que vous accompagnez. Par exemple, consolider votre niveau de français, suivre des cours de français adaptés à votre niveau, travailler en groupe ou individuellement, obtenir une certification et être accompagné par un référent. Ensuite, comment faire? Donc ça, une fois que j'ai fait cette démarche, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je m'inscris, appelez-nous ou venez nous rendre visite en fonction des possibilités. Et à la toute fin, vous avez les lieux d'accueil avec les numéros à chaque fois. Donc ici, hop, vous avez l'adresse pour se rendre à l'endroit. À votre gauche, vous avez d'autres informations, comme par exemple le public visé, toujours qui est concerné, le niveau de français, le prix, la durée totale. Ça, c'est très important parce qu'il peut y avoir des bénéficiaires qui travaillent. Donc, voir par exemple pour les cours de français si ça correspond bien à leur charge de travail. Et voilà, ils ont les mêmes fonctionnalités disponibles sur les démarches comme les dispositifs. En cliquant sur le drapeau FR, vous pouvez changer de langue. Voilà. Et donc, la fiche, elle passe en français. Ah, pardon, en anglais. Hop là. Pareil pour l'arabe. Voilà. Voilà tout. Une autre fonctionnalité que je veux vraiment vous montrer parce qu'elle peut être très, très utile pour vous, c'est les fonctionnalités de partage de l'information. Parce qu'il est possible de partager facilement les informations. Par exemple, ici, on est toujours, par exemple, sur la page, sur la fiche inscrite à France Travail, qui est une fiche démarche. Vous pouvez envoyer par SMS cette fiche-là pour communiquer à la personne qui est face à vous la fiche dans sa langue. Donc, on met le numéro de la personne. Moi, je vais montrer ça tout de suite pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je tape le numéro.
je choisis la langue. On va dire que la personne, par exemple, et j'envoie. Là, vous voyez, vous n'avez pas à mettre votre numéro personnel à vous. Vous ne mettez que le numéro de la personne qui est face à vous, sa langue, et vous cliquez sur envoyer. Et là, Excusez-moi, on n'a plus de partage d'écran. Ah, depuis tout à l'heure, vous ne voyez pas ce que je dis? Si, là, c'est bon, on voit. Ok. J'expliquais qu'il était possible de partager l'information juste ici. Vous envoyez par SMS, vous cliquez sur SMS, juste là. Vous tapez le numéro de la personne. Vous choisissez la langue. Et vous cliquez. Voilà. Clique sur envoyer. Une fois que le SMS il a été envoyé, vous recevez, enfin la personne que vous accompagnez reçoit cette information. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai réfléchi. Vous voyez? Parce qu'elle bouge dans sa petite fenêtre. Hein. À mon avis, c'est leur présentation. Est-ce que l'écran, s'il vous plaît? Là, ça s'est arrêté. Oui, non, je montre mon téléphone sur la photo. Non, on voit pas. Vous voyez pas? Ok. Je vous invite à faire le test chez vous. Donc, vous tapez le numéro de la personne que vous accompagnez, vous envoyez par la suite le SMS et la personne veut voir voilà, elle voit un SMS comme ça avec le titre en arabe et en fait, c'est pas le partage, je suis en train de vous montrer sur mon téléphone, donc je suis pas en train de partager mon écran. Je vous montre simplement sur mon téléphone le partage par SMS. Hop. Mais vous pouvez tout à fait le tester Je vous invite à le faire. sur la plateforme. Exactement. Et donc, une fois que le SMS est partagé, la personne aura le titre de la fiche dans sa langue avec un lien cliquable et qui va lui ouvrir l'application mobile. Donc, c'est ça tout l'intérêt aussi de ce partage par SMS. Ça vous permet à vous d'envoyer en total anonymat les fiches que vous êtes en train de lire dans la langue de la personne. Comme ça, elle peut l'ouvrir tranquillement sur son téléphone après le rendez-vous et elle pourra les lire. Et bien sûr, sur l'application, il y a le système de vocalisation et donc elle pourra écouter l'information sur son téléphone. Voilà. Donc, l'envoi par SMS, j'insiste, c'est gratuit pour vous, c'est anonyme pour vous. N'hésitez pas à l'utiliser. Il y a évidemment d'autres formes de partage d'informations, comme par exemple, vous pouvez copier le lien et le partager par mail à vos collègues, etc. Et une autre façon aussi de partager, mais bon, ce n'est pas toujours ce qui est recommandé. En plus, on est entre nous, on parle numérique, mais il peut y avoir par exemple des personnes qui ont vraiment des difficultés avec le numérique. Donc là, on leur dit, vous pouvez imprimer le contenu. C'est pas ce qui est recommandé, bien sûr. Mais voilà, si jamais vraiment la personne a vraiment beaucoup de difficultés, vous pouvez imprimer le contenu en version papier. Un dernier mot sur plutôt la mise à jour, histoire que vous soyez vraiment, vous ayez une idée un peu sur la manière dont on met à jour l'information. Toutes les fiches qui concernent les institutions telles que France Travail, le CRUS, l'OFPRA, la CAF, sont des fiches qui ont été corrigées par des institutions, des agents de ces institutions-là. Notre équipe éditoriale va venir faire un premier jet, rédiger le contenu, et par la suite, ça va être relu, vérifié par les agents de ces institutions-là. Et quand il y a des modifications, on est notifié également pour mettre à jour l'information. Ça, c'est pour les fiches démarches. Ce qui concerne les fiches dispositives, on envoie un mail tous les 90 jours pour que les associations puissent actualiser elles-mêmes leur contenu. Parce que ce n'est pas nous qui allons rédiger à leur place, c'est vraiment les associations qui rédigent le contenu en totale autonomie. Je vais rapidement finir sur un dernier point. Si jamais vous avez des questions ou des besoins d'informations
supplémentaire, on a un chat qui est juste là. Je tiens à préciser, ce n'est pas un robot, c'est une vraie personne. Il s'appelle Xavier. Il est hyper réactif et on peut penser que c'est un robot, mais non, c'est une vraie personne. Et il est hyper réactif et surtout, il renvoie, c'est un peu c'est notre lien support. Donc, en fait, si vous avez n'importe quelle question sur les sujets qui concernent le partenariat ou les formations ou quoi que ce soit, c'est vers lui qu'il faut se tourner parce qu'il pourra vous répondre au mieux. Donc, voilà. Voilà tout. Trop bien. Bah, immense merci pour cette présentation et bravo d'avoir fait ça dans un temps record. Il y a plein de chouettes réactions sur le chat qui disent que c'est pratique. Et il y a une petite question avant qu'on passe à la formation. Comment est-ce qu'on peut rajouter un dispositif à la plateforme? Est-ce qu'il y a un moyen de contribuer sur le site? Il est possible d'ajouter un dispositif si ça vous intéresse. Pour cela, c'est très simple. Je vous montre rapidement comment faire. Hop. On revient sur la page d'accueil. Ça se passe vraiment au niveau de la page d'accueil. À la toute fin de la page, vraiment jusqu'au bout, on a travaillé ensemble pour contribuer. Vous pouvez ajouter, publier une fiche ici. Et une fois que vous cliquez sur la partie référencée, bah, vous arrivez dans cette page. Donc, je vous invite à lire rapidement. C'est vraiment tout est expliqué. C'est censé se faire en totale autonomie. Donc, vraiment, tout est écrit pour vous accompagner. On a une charte éditoriale, les différentes étapes et à la toute fin, hop, comment, vraiment à la toute fin, se connecter pour commencer la rédaction. Petit mot simplement, je vous ai parlé tout à l'heure de nos traducteurs experts. On peut voir leur tête ici. Voilà la tête de tous nos traducteurs qui, grâce à eux, franchement, ils nous permettent donc d'avoir un niveau de qualité de traduction qui est vraiment très, très appréciable. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Il y a une question aussi sur les départements. Normalement, tous les départements sont bien référencés, donc ça, c'est bon. Oui, mais c'est en cours de déploiement. Alors évidemment, c'est un déploiement qui se fait de façon humaine dans le sens où nous, on essaie de se déplacer, les associations s'auto-inscrivent, etc. Donc, on sait qu'on n'est pas présent partout à 100%. Mais sachez que pour les fiches démarches, par exemple, peu importe où vous êtes en France, vous pouvez avoir des démarches administratives. Donc, vous pouvez utiliser réfugiés.info, peu importe où vous êtes. Et là, je précise vraiment, on est présent en France métropolitaine, malheureusement pas en Outre-mer aujourd'hui, parce qu'on a une limitation de notre périmètre. Et voilà, normalement, peu importe où vous êtes, vous pouvez accéder à nos fiches démarches. Voilà. Trop bien. Et dernière question avant de laisser la parole à Boubaker. Pensez-vous qu'une sensibilisation au marché noir d'obtention des titres de séjour serait envisageable sur le site? Alors, écoutez, je n'ai jamais eu cette question auparavant. Donc d'abord, bravo pour cette question très originale. Et ben, écoutez, pourquoi pas avoir un peu plus pour comprendre ce que vous entendez par là. Nous, en fait, dans la rédaction des fiches, on fait remonter des besoins du terrain. Donc, s'il y a des nouvelles fiches qu'il faut qu'ils puissent exister, n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, je vous invite à poser cette question directement à Xavier pour qu'il puisse vraiment faire remonter à l'équipe éditoriale et voir avec eux si c'est faisable. En totale sincérité, je ne sais pas exactement quels sont les types de fiches qui sont en cours de rédaction, etc. Mais pourquoi pas proposer cette fiche. Trop bien. Et une dernière question. Tous les étrangers peuvent-ils utiliser cette fiche ou seulement les personnes réfugiées? Excellente question. Eh bien, comme je l'ai expliqué un peu plus au départ, vraiment, il y a différentes formes de statut, mais surtout, réfugié.info est utile au-delà du public proprement réfugié. Historiquement, on a été créé parce qu'on avait un périmètre du ministère de l'Intérieur. Je ne l'ai peut-être pas précisé au début, mais réfugié.info, c'est un service public qui est porté par la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Donc, initialement, on avait ce périmètre-là. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de fiches qui sont utiles au-delà du public réfugié. Donc, vous trouverez des informations au-delà du public réfugié. Donc, n'hésitez pas à communiquer sur ce public, à ce public-là à réfugiés. Mais en vrai, c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à parler de réfugiés.info pour le public qui n'est pas forcément réfugié.
Et je vois qu'il y a une dernière question. Est-ce qu'il est prévu d'ajouter d'autres langues? La fameuse question qui fâche tout le temps. Notamment, elle est moins parlée, pour l'audio au moins. Alors, non, on ne peut pas ajouter uniquement l'audio. Si on ajoute l'audio, il faut que ce soit de l'écrit. Donc, il y a certaines langues qu'on ne peut pas ajouter parce qu'il faut que ce soit des langues écrites. Et il faut qu'on trouve des experts traducteurs de ces langues-là. Typiquement, le tigrinien, on avait beaucoup galéré à trouver un expert qui parle français tigrinien couramment pour pouvoir traduire des démarches administratives. Mais on espère pouvoir ajouter d'autres langues, ce qui est potentiellement faisable, je pense, l'année prochaine. Je ne vous garantis rien, mais c'est un peu notre objectif. On verra si ça va se faire. Donc voilà, on aimerait ajouter d'autres langues. Pour information, le choix des langues ne s'est pas fait au hasard. On a sélectionné ces langues-là en lien avec l'OFPRA, qui nous a donné les statistiques des langues les plus parlées par les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié. Donc ça, c'est pour un peu représenter les langues les plus parlées. Bien sûr, il faut ajouter d'autres langues, on le sait très bien, donc on espère pouvoir le faire bientôt. Voilà. Trop bien, merci beaucoup pour tout ça et je vais te laisser départager ton écran pour que Boubaker puisse prendre la suite. Ou tu veux que je partage mon écran? Ouais, pas de souci. Ça marche et j'ai vu qu'il y avait une main levée. On prendra bien évidemment la suite des questions juste après la présentation de Boubaker. Excusez-moi, je me suis perdue. Hop, hop, hop. Hop là, excusez-moi. Tac, tac, tac. Les jeudis directs. On est bon. Merci Ondine pour le partage. Donc, bonjour à toutes et à tous. Très succinctement, une petite présentation du module formation accompagner les réfugiés et demandeurs d'asile. Donc, c'est une formation qui se déroule sur 14 heures, une première journée en distanciel et une seconde en présentiel. Donc, il y a 3 objectifs pédagogiques principaux. Et vous allez voir qu'en fait, tous les modules se présentent de la même manière. Donc, on a un objectif pédagogique axé sur le savoir. Donc là, il va s'agir du contexte, donc connaître les statuts des acteurs et aussi déconstruire les stéréotypes autour des réfugiés et des demandeurs d'asile. Le second, ça va être savoir-faire. Donc là, on va plus travailler autour des outils, les démarches en ligne, orientation, traduction, avec notamment l'outil réfugié.info que Fatma vient de vous présenter. Et le troisième objectif, savoir-être. Donc là, ça va être travailler la posture. Donc, travailler l'interculturel, comment placer un cadre de confiance et gérer aussi les situations complexes et savoir quand relayer et passer le relais et à qui, surtout. Donc, on vous a mis une petite information aussi. Donc, 100% des personnes ayant fait cette formation la recommandent à leur père. Trop bien. Et on parle bien pas de la coopérative des acteurs de l'inclusion numérique, parce que je me suis trompée de titre, je suis navrée, mais comment accompagner les personnes réfugiées et allophones dans le numérique et dans leur intégration de manière plus globale. Donc pour la deuxième slide, donc là, on est plutôt sur vous montrer justement certains outils et ateliers. Donc, on part vraiment sur une pédagogie axée sur le pratique. Donc, plutôt que de vous transmettre seulement une théorie, on vous fait faire 3 activités rapidement que l'on voit durant la formation. Donc, il y en a une qu'on appelle à la place 2, et en fait, c'est un travail fait en intelligence collective. Donc, on va analyser des cas concrets, réels, que vous avez vécu, que vous partagez, pour justement pouvoir travailler l'accompagnement ensemble. Le but, c'est vraiment pas de juger une pratique, mais c'est de la mettre en question pour toujours s'améliorer. Un deuxième un autre atelier qu'on voit aussi, donc la boîte à outils. On va justement récupérer certains outils comme réfugié.info ou Soliguide encore, qu'on va manipuler, on va les explorer pour se familiariser avec. Le but étant, lorsque vous serez sur le terrain et que vous en aurez besoin, de pouvoir l'utiliser et que ce ne soit pas quelque chose que vous découvrez en situation avec les personnes accompagnées. Le troisième outil, donc ou du moins le troisième exercice, ça va être vraiment
un partage. Donc, ça va être sous forme d'atelier en cartographie, en quiz ou en discussion à thème sur vos pratiques, que vous puissiez aussi profiter de votre savoir-faire, du savoir-faire des autres et partager le vôtre, pardon. Donc, pour la troisième et dernière diapo, concernant l'aspect formation, donc, une petite présentation de nos modalités et de nos formations globales, très succinctement. Donc, nos formations, elles ont deux formats. Un format en 7 heures, donc là, ça va être plus la prise en main d'un outil, donc tout ce qui est aidant connect, aidant numérique, ou alors 14 heures, où que nous, on a une formation à intervenir, où on va vraiment travailler sur un jour en distanciel, un jour au présentiel, pour vous former au mieux sur les situations de votre quotidien, axées sur les personnes que vous accompagnez. Pour les financements, donc pour les conseillers numériques, c'est pris en charge dans le cadre du dispositif. Et sinon, pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez vous renseigner avec votre OPCO, ou alors, si vous avez toute autre question ou vous ne savez pas vers qui vous tournez, n'hésitez pas à nous en parler donc, sur l'adresse qu'on vous a mis en bas à droite, formation@nomadnim.com. Et on vous a mis les tarifs, ça c'est pour un titre indicatif. Et après, une petite liste exhaustive, non exhaustive, pardon, de nos formations. Donc, on a accompagné public spécifique, donc réfugiés et demandeurs d'asile, seniors, handicap, éducation aux médias à l'information, sensibilisation à la cybermalveillance ou encore parentalité numérique et bien d'autres. Donc, pour le volet formation, c'est bon. Trop bien, Ouais. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous inscrire à ces formations-là. Comme disait Boubaker, il y a des options pour que vos employeurs ne payent pas cette formation, mais qu'elle puisse être prise en charge. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, super sur le papier, mais nous n'avons pas les fonds pour financer ces formations dans mon asso. Laetitia, justement, on vient d'en parler, mais il y a des options déjà avec votre OPCO, mais aussi avec d'autres modalités. Par exemple, nous, pour animer on a une formation qui s'appelle Animer un café IA, avec des places disponibles prises en charge par Microsoft, qui du coup accompagne à la sensibilisation des citoyens à l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces formations, à nous contacter et on peut vous accompagner justement à financer votre formation pour qu'elle soit, que ça pèse le moins possible sur votre association. Il y a une question plutôt pour toi, Fatma. Quelle est la différence entre réfugiés et demandeurs d'asile? Et ben en fait, c'est très simple. Une personne, quand elle arrive en France, elle demande l'asile. Donc tout le monde est considéré, enfin tout le monde, je ne parle pas, il y a différents types de statuts, bien sûr, ceux qui viennent dans le cadre de leurs études, etc. Mais là, je parle vraiment de personnes qui fuient pour des raisons spécifiques, notamment celles que je viens d'évoquer tout à l'heure dans la première slide. Donc, elle demande l'asile en France, elle dépose un dossier au sein de l'OFPRA, elle passe des entretiens, il y a plusieurs étapes. Une fois que l'OFPRA accepte sa demande, elle devient réfugiée ou alors, elle obtient la protection subsidiaire ou sinon la protection. Voilà, il y a différentes formes de statut, mais au départ, ils sont demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'ils demandent l'asile à la France et une fois que l'OFPRA ou la CNDA acceptent leur demande, c'est là où ils deviennent réfugiés ou ils obtiennent le statut de protection judiciaire. Voilà. Je ne sais pas si ça a été clair pour vous, mais c'est ça un peu, c'est pas une différence, c'est-à-dire qu'ils commencent par être demandeurs d'asile avant d'être réfugiés. Trop bien, merci beaucoup. Et Arnold avait déjà oui. commencé à faire une réponse, donc trop chouette, ça se complète bien. Il n'est pas possible de sécuriser l'accompagnement avec Aidant Connect car les réfugiés n'ont pas France Connect. En effet, il me semble qu'ils n'y ont pas accès. Donc, en effet, il faut trouver d'autres manières de les accompagner et notamment pas faire à la place d'eux, mais de les accompagner à s'autonomiser et avec des outils comme réfugiés.info, mais aussi d'autres, pouvoir
et bah, du coup, les autonomiser sur le numérique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, également prendre la main. Oui, Féti, je vous en prie. J'espère que je n'ai pas écorché votre prénom. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bon, je voulais savoir si avec réfugiés.info, je vois que vous avez des partenariats avec les administrations, etc. Est-ce que vous les faites avec les associations en particulier? Est-ce qu'on est en partenariat avec des associations? Oui, Oui, bien sûr. d'accord, parce que je ne voyais pas en fait dans le site en fait tout en bas, mais je ne voyais pas la rubrique association. Ah, et bah, juste ici sur la page d'accueil, par exemple, vous pouvez voir. Je vais repartager 2 secondes mon écran, ça ne vous dérange pas. Hop là, sur la page d'accueil ici. Vous voyez les différentes associations, on est partenaire avec France Travail, la Groupe SOS, la Fondation COS, France Horizon. Vous voyez les différentes assos avec qui on est en partenariat. Et si vous souhaitez voir un peu plus en détail dans ressources, vous avez une page spécifique qui est notre kit de communication. Et juste dans le kit de communication, on a un onglet spécifique au partenariat avec listé les différents partenaires. Voilà. Il suffit d'aller sur ressources, ensuite parler du projet, kit de communication, et vous trouverez l'onglet partenariat si ça vous intéresse de voir qui sont nos partenaires. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question, une limite au système de traduction lorsqu'une fiche de réfugiés.info contient un lien qui renvoie vers un site internet, donc j'imagine un site internet autre qui sort de réfugiés.info. La traduction sur ce site n'est pas forcément proposée. Bien sûr. Alors ça, malheureusement, hein, ça nous dépasse. On aimerait pouvoir traduire l'intégralité des sites administratifs français. Aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est tout. Bien sûr, il y a Google Traduction. Vous pouvez traduire, tout à fait. Et puis nous, en fait, tout ce qu'on fait, c'est surtout vraiment faire de l'étape par étape. On décrit vraiment tout le parcours pour la réalisation d'une démarche. Donc vraiment, on dit à la personne, cliquez ici, tapez ça, etc. Et donc, quand la personne lit dans sa langue, elle pourra un peu mieux comprendre ce qu'il y a à faire, mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour ça. On espère que ça pourra être que plus de sites pourront être traduits, mais malheureusement, ce n'est pas le cas encore. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les quelques minutes qui nous restent? Alors, il y avait une piste pour faire un mandat CNIL pour sécuriser l'accompagnement des accompagnants. Alors là, ça dépasse un petit peu mes compétences. Et quelqu'un demandait également s'il était légal. Mais normalement, il est encadré. Donc, il doit pouvoir permettre une sécurisation. Mais j'avoue que ça dépasse un petit peu mes compétences en la matière. Oui, Laetitia. De micro. Je vous entends pas. Peut-être activer le micro. Ouais. Ouais. Ah, on vous entend toujours pas. Je sais pas pourquoi. N'hésitez pas à la poster dans le chat sinon. Et en attendant que vous puissiez trouver une solution, je vais laisser la parole à Karine. C'est vous la prochaine. Bonjour. Bonjour. J'avais une question en fait sur la formation de 14 heures. Je viens de chercher sur le site et je ne vois pas les prochaines dates.
Ah, alors, c'est parce qu'il est possible que la programmation ne soit pas encore, la programmation de votre organisme de formation ne soit pas encore prévue sur le sujet. Normalement, il y a quand même des dates qui sont prévues prochainement, mais si ce n'est pas le cas dans votre région, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait toujours des incitations supplémentaires pour que de nouvelles sessions de formation soient mises en place. Donc, s'il n'y en a pas, n'hésitez pas à nous contacter. Ok, merci. Merci à vous. Oui, désolé, hein, j'aurais dû le préciser. C'est donc toutes les formations sont accessibles sur notre site, mais si une formation qui vous intéresse n'est pas disponible ou n'est pas publiée, il faut contacter d'abord l'organisme de formation de votre secteur si vous le connaissez. Sinon, vous nous contactez nous aussi. Vous nous faites part de votre demande et nous on retransmet. Et parfois, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde. Et si justement plusieurs personnes nous sollicitent pour une formation dans une région, bah, après on peut la mettre en place. Super, merci. Je vous en prie. Merci pour votre question. Alors, il y a marqué « Sur le site, il ne se passe rien quand tu appuies sur « Dispositifs locaux ». Est-ce seulement de mon côté ?» Bon, on va vérifier, je pense. C'est-à-dire, je regarde ça tout de suite. Si vous mettez votre département, vous n'avez rien. Et Laetitia parle du fait que sur l'ANEF, il y a beaucoup sur le site de l'ANEF, pardon, il y a beaucoup de combines secrètes quand on veut se connecter ou faire une demande. Est-ce qu'une ressource sur le sujet serait envisageable? Alors, je réponds à la première question. Je crois qu'il y a, depuis ce matin, il y a un petit bug sur les départements. J'ai réalisé ça ce matin pendant les webinaires. Donc, pas de panique. Si vous n'arrivez pas à cliquer sur votre département, c'est que voilà, le site est un peu bugué ce matin, enfin, en tout cas aujourd'hui. Mais d'ici demain, le problème sera résolu parce que j'ai déjà remonté ce souci à notre équipe technique. Ça, c'est pour ce qui concerne les départements. D'ailleurs, vous pouvez voir que, par exemple, il y a toujours écrit démarche 0, dispositif 0, voilà. Ça ne correspond pas vraiment au nombre de fiches qui existent. Donc, voilà, c'est un petit bug qui sera résolu au plus tard demain. Pour la deuxième question, au sujet de l'ANEF, eh bien, on sait qu'il y a un souci avec l'ANEF. Donc, voilà. On le sait que trop bien. Donc, pour ce qui concerne l'ANEF, on a des fiches qui expliquent comment s'inscrire à l'ANEF, etc. Donc, vous n'avez qu'à taper étranger en France sur la barre de recherche qu'on vous a montré pour pouvoir trouver des fiches qui concernent les démarches de l'ANEF. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Et en effet, Laetitia dit qu'il peut être aussi intéressant de solliciter votre coordinateur local pour vos vœux de formation, parce qu'ils permettent en effet de faire un recensement voilà, plus global de tous leurs besoins de territoire et sont en contact avec les organismes de formation. Donc, c'est assez intéressant en effet. Juste avant que nous partions, je vous propose une dernière petite slide, juste pour vous donner quelques petits liens avant de partir. N'hésitez pas à vous inscrire à nos formations, en tout cas à celle-ci ou à d'autres, qui sont du coup dédiées aux professionnels de la médiation et de l'inclusion numérique, ou en tout cas pour vous renseigner. N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des questions par rapport à celle-ci. N'hésitez pas à aller farfouiller sur l'outil réfugiés.info et si ça vous donne envie, tout ça vous donne envie, aussi à vous inscrire à notre newsletter et vous aurez tous les liens avec le PowerPoint. Voilà, c'est la fin de ce webinaire, il est 30. Merci beaucoup. On termine avec un message de Gwen qui dit que le site réfugiés.info est génial et félicitations aux équipes. Donc, merci pour ce message. Et merci à tous d'avoir été présents. Merci Fatma, merci Boubacar d'avoir été intervenant à ce webinaire. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Merci. au revoir. Au revoir.